Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 15 heures dans Tels sont les faits marquants. Le bataillon Hill 4 se prépare pour la Somalie. Et au Yémen, le médiateur de l'ONU condamne le gouvernement des Houthis. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Un nouveau bataillon de soldats djiboutiens Hill 4 s'apprête à partir pour la Somalie. Une cérémonie d'inspection du bataillon Hill 4 qui prendra la relève du bataillon Hill 2 a été organisée ce matin au camp militaire Mariama. Le ministre de la Défense nationale, Ali Hassan Bahdoun, et le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, ont dirigé ensemble cette cérémonie. Les deux hommes ont effectué la traditionnelle revue des troupes, les hommes étant parfaitement alignés dans leur tenue de combat et ont salué le ministre et le général lorsqu'ils se présentaient devant eux. Puis les soldats de ce nouveau bataillon Hill 4 ont fait des courtes démonstrations par la suite. Ces soldats rejoindront les troupes de l'AMISOM, la force africaine de maintien de la paix déployée en Somalie, les forces djiboutiennes étant cantonnées dans le secteur de Baladouine. Le haut commandement de l'armée nationale a assisté à la cérémonie qui a donc été placée sous l'égide du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun. Ces soldats, comme leurs prédécesseurs, ont pour mission d'assurer la paix et la sécurité en Somalie. Ils doivent consolider les institutions d'un État jusque-là affaibli par les attaques répétées des insurgés et radicaux du mouvement islamiste d'Al-Shabaab. La République de Djibouti participe ainsi activement à la restauration de l'État somalien et au renforcement de ses institutions en restant aux côtés de leurs frères. Et le numéro 1 des forces armées djiboutiennes, le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, a donné les derniers conseils et recommandations aux hommes du bataillon Hill 4 en les encourageant davantage et en insistant sur le rappel du règlement militaire. Le général a tenu un discours motivant et exaltant à ses hommes. Il leur a réitéré son message d'encouragement et leur a souhaité également bonne chance. Vous allez en Somalie pour prendre la relève du bataillon Hill 4. Vos frères qui sont déjà déployés en Somalie, a dit le général, qui a appelé ces hommes à être de vrais soldats, courageux et dignes, qui combattent avec force l'ennemi. Vous ne serez pas seuls là-bas, vos frères d'armes seront à vos côtés pour combattre le même ennemi. Le général Zakaria leur a rappelé que la souveraineté de chaque pays repose sur son armée et que partout où ils vont, les soldats représentent leur pays, leur gouvernement et leur peuple. Soyez dignes de votre armée et ne craignez ni la mort ni la puissance de feu de l'ennemi, a-t-il martelé. À la fin de la cérémonie, le général de division a mis l'accent sur l'unité, la paix et l'égalité pour servir la paix en Somalie, car c'est un devoir envers un pays frère et une nation amie, a-t-il conclu. Et de son côté, le ministre de la Défense nationale, Ali Hassan Bahdoun, a d'abord souligné que les hommes du bataillon Hill sont des soldats de la paix dans le cadre de la mission AMISOM en Somalie, ce qui rend leur responsabilité d'autant plus noble. Il s'agit de participer au retour de la paix et de la sécurité dans un pays frère comme la Somalie, être vigilant à toute menace, a d'abord dit le ministre, puis il a rappelé le défi de taille à relever qui est celui de remplacer le bataillon Hill qui avait fait ses preuves quant au maintien de la paix dans la région. Nous écoutons le ministre. Je suis persuadé que vous allez partir en mission, défendre pas seulement les drapeaux nationaux, mais les intérêts de la nation djiboutienne. Parce que nos intérêts se trouvent dans la sécurité et la paix de la région. Nous avons une responsabilité aujourd'hui importante que nous devons assumer. Je suis sûr et je suis persuadé et convaincu que vous allez faire le maximum d'efforts pour marquer l'image et
que vous allez marquer l'image du pays, que vous allez marquer la mémoire du pays par votre courage, par votre abnégation et votre détermination. Je me suis informé et j'ai su que vous avez, la majorité d'entre vous, déjà fait l'expérience de faire partie du bataillon Hill 2. C'est en connaissance de cause que vous allez sur le terrain. Je suis sûr que vous allez ramener la victoire pour notre nation et pour la région et pour la paix. Également dans l'actualité, une cérémonie de fin de formation du recyclage sur l'instruction militaire de base s'est tenue ce matin au camp Ali Ouné. Ce sont au total quelques 60 agents des gardes-côtes djiboutiens qui ont bénéficié de cette formation qui a duré 3 mois. Organisée par les gardes-côtes djiboutiens avec l'appui de l'état-major général des forces armées, cette formation a permis aux stagiaires d'acquérir les techniques militaires de base. Une instruction qui va dans la droite ligne de la politique des gardes-côtes djiboutiens qui a irrigué la formation de ses agents au rang de ses priorités. Et ceci afin de renforcer les compétences de son personnel et mener à bien ses missions de surveillance de nos eaux territoriales, de lutter contre le trafic humain, entre autres. Cette cérémonie de fin de formation a vu la participation du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, ainsi que du chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, et le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré, et des hauts officiers militaires. Cette cérémonie pour la promotion Guessalé intervient à quelques jours d'un événement important pour les gardes-côtes djiboutiens qui vont célébrer dimanche prochain le 6e anniversaire de sa création. La défense et en particulier l'armée pour avoir soutenu, et cela de manière sans faille, cette formation très importante pour le corps des gardes-côtes djiboutiennes. Les personnels qui ont été formés ici, au nombre de 60, pour une durée de 3 mois, mettront au profit de la garde-côte toutes ces compétences qu'ils ont acquises sur ce terrain spécialement approprié pour ce type de formation. Et à présent, je vous propose d'écouter l'intervention du commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré. C'est une grande fierté pour la garde-côte d'avoir cette facilité et d'être capable, malgré sa récente création, de pouvoir mettre en place une formation, diriger un cycle de formation de manière efficace, en partageant avec l'expert et les conseils de haut commandement de notre forces armées, on veut son appel ses compétences internes. En effet, on répond efficacement aux missions qui lui ont été confiées. Notre institution défend de renforcer les capacités et son potentiel humain. J'ai un sentiment particulier ce matin, en tant que la présence du ministère de la Défense nationale, qui est créateur de la garde-côte djiboutienne, à l'initié il y a 6 ans, au ministère des Transports, de l'équipement des transports. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui dès le début de création de cette institution jusqu'à ce matin, qui soutient, un excellent soutien et exceptionnel pour un soutien d'effectifs qui ne n'oublie jamais. Cette formation entièrement entreprise par la garde-côte aurait connu des succès sans l'appui considérable des forces des étrangers ou pays étrangers que nous avons demandé de formation. Je tiens aussi particulièrement à louer les efforts et le professionnalisme des instructeurs et des cadres qui pendant 3 mois se sont dévoués corps et âme à la formation de 60 agents de la garde-côte djiboutienne.
Et pour sa part, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a indiqué que cette instruction va dans la droite ligne de la politique des gardes-côtes djiboutiens qui a irrigué la formation de ses agents au rang de ses priorités. On l'écoute. Je suis persuadé que vous allez faire un travail formidable pour protéger nos mers, la mer djiboutienne et les côtes djiboutiennes. Vous avez une carrière brillante qui vous attend. Vous avez bénéficié d'une des meilleures formations disponibles dans le pays. Je sais que vous allez en faire bon usage et de manière adéquate. Je voulais réitérer au nom du gouvernement et au nom de mon collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, le ministre du Transport, nos félicitations et nos encouragements les plus vifs. Sachez que vous êtes les éléments les plus importants de nos gardes-côtes. Vous avez la formation la plus appropriée. Il vous attend une tâche importante pour sécuriser nos mers, nos côtes, nos plages et nos moyens de transport régionaux. Les gardes-côtes ont été créés dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Aujourd'hui, cette piraterie n'a pas l'importance ou la visibilité qu'elle avait, mais les dangers sont multiples et présents. Et vous êtes là, j'en suis persuadé, pour lutter contre toute forme de non-respect des lois et des règles internationales. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a assisté ce mercredi au Palais des Congrès de Tunis, en Tunisie, à la clôture de la conférence internationale de 2 jours sur l'investissement Tunisie 2020. Cette importante manifestation, au cours de laquelle a été engrangé un montant total de financement de 34 milliards de dinars, a vu la participation exceptionnelle de plus de 4500 personnes, dont 1500 partenaires économiques, 40 délégations officielles et 70 pays participants. Le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkafi, a indiqué à la presse que la valeur totale des contrats signés par les pays et les délégations d'investisseurs étrangers ayant pris part à la conférence est estimée à 15 milliards de dinars, alors que les promesses formulées s'élèvent quant à elles à 19 milliards de dinars. Et ensuite, en marge de la conférence, le ministre de la Communication a assisté, M. Alexis Mohamed, conseiller du chef de l'État, a eu des entretiens avec son homologue tunisien en charge des technologies de la communication et de l'économie numérique, Mohamed Anwar Ma'rouf. Et Abdi Youssouf Sougué a également rencontré les principaux responsables du groupe tunisien Loukil, faisant partie des 5 plus grandes entreprises privées de ce pays. Le groupe Loukil, qui entend développer un partenariat stratégique avec Djibouti dans le secteur des TIC, est présent dans de nombreux pays, dans des secteurs qui vont de l'agriculture à l'industrie, en passant par les technologies de l'information et de la communication, les métiers de l'environnement, le commerce international, l'engineering ou encore le consulting. Toujours en nouvelle nationale, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a paraphé hier une convention de partenariat avec le président de la compagnie aérienne Azerbaïdjan Airlines, Jahangir Askerov. La cérémonie de signature qui s'est déroulée dans la salle de conférence de la Free Zone a été l'occasion pour Aboubakar Omar Hadi de faire une présentation des efforts réalisés par le gouvernement djiboutien dans le domaine du développement des transports aériens. Le président de la compagnie aérienne Azerbaïdjan Airlines, Jahangir Askenov, et ses proches collaborateurs qui l'accompagnaient ont également apprécié les progrès réalisés par la République de Djibouti dans de nombreux autres domaines. Après avoir paraphé la convention, le président des autorités des ports et des zones franches a fait un point de presse. La mise en œuvre de ce partenariat avec Azerbaïdjan Airlines va permettre à cette compagnie de déployer un avion cargo 747 qui va desservir Djibouti régulièrement. Une fois-ci, le relais sera pris des avions de notre compagnie qui vont ainsi desservir et livrer les fret dans les pays de la région comme le Kenya ou encore l'Éthiopie, a affirmé M. Hadi. Il a également ajouté que dans le cadre de ce partenariat, les pilotes, les ingénieurs et le personnel de bord de Djibouti Airlines, de Air Djibouti, vont bénéficier de l'expertise Azerbaïdjan Airlines. Des formations de haut niveau seront dispensées aux pilotes et ingénieurs qui officient dans la compagnie nationale. Le partenariat avec Azerbaïdjan Airlines sera hautement bénéfique pour nous, tant sur le plan de transport, de logistique et de renforcement de capacités. Et confiant, M. Hadi a souligné en conclusion qu'une nouvelle ère commence pour la compagnie djiboutienne et pour l'avenir du transport aérien.
Sous la tutelle du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, en collaboration avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, l'agence djiboutienne de la maîtrise énergétique a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de réflexion sur la réglementation thermique et l'efficacité énergétique du pays. Placé sous la houlette des secrétaires généraux du ministère de l'Énergie et du ministère de l'Habitat, s'est déroulé en présence de la directrice de l'agence djiboutienne de la maîtrise énergétique, Saïda Omar Abdillahi. Cet atelier inscrit dans le projet de l'Alliance mondiale contre le changement climatique et vise à réfléchir sur les textes législatifs sur l'efficacité énergétique à Djibouti. Et les secrétaires généraux de ces deux départements ministériels ont rappelé que ce projet financé par l'Union européenne vise avant tout à développer un cadre institutionnel favorable en matière d'atténuation du changement climatique et répondre dans le secteur de l'énergie. On les écoute. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Alliance mondiale contre le changement climatique. Ce projet, coordonné par le ministère de l'Environnement, avec la collaboration des institutions clés telles que le ministère de l'Énergie, tels que le ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge de l'agriculture. Ce projet financé par l'Union européenne vise avant tout à développer un cadre institutionnel favorable en matière d'atténuation énergétique, d'où la mise en place d'une politique de réduction de cette consommation en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier s'inscrit dans le projet de l'Alliance mondiale pour le changement climatique, contre les changements climatiques à Djibouti, projet sous la tutelle du ministère de l'Environnement financé par l'Union européenne. National d'adaptation, le PANA. Ce projet appuie la République de Djibouti pour s'inscrire activement dans la lutte contre les changements climatiques, tant sur le plan de l'adaptation que celui de l'atténuation, d'une manière qui contribuera au développement du pays et puisse répondre aux besoins de sa population. Et de là, nous passons à l'actualité régionale pour clore cette édition. Au Yémen, le médiateur de l'ONU, Ahmed Ould El-Sheikh, a condamné la formation par les milices Houthi et les alliés de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, la formation d'un gouvernement parallèle à celui reconnu par la communauté internationale et dirigé par le président Abdurabbo Mansour Hadi. Le médiateur de l'ONU au Yémen a condamné la formation ce lundi d'un gouvernement par le rebelle chiite Houthi pour Ismail Ul-Cheikh Ahmed. Cette initiative, prise de manière unilatérale, constitue, a-t-il indiqué, l'un des obstacles inquiétants au processus de paix. Elle dessert les intérêts du peuple yéménite, a-t-il ajouté. Dans la capitale Sanaa, sous contrôle Houthi, les habitants ont pu découvrir dans la presse la composition de ce gouvernement dit de salut national. Le président yéménite Abdurabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, a lui aussi accusé les Houthis de vouloir détruire toute chance de paix. Le gouvernement légitime est soutenu par une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Cette coalition multiplie depuis 20 mois les frappes contre les positions des rebelles. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Nous retrouvons de l'après-midi avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Boudi. Donc nous allons parler bien sûr du renseignement allemand qui arrête un de ses agents soupçonnés de préparer un attentat islamiste. En fait, les renseignements intérieurs ont été arrêtés pour avoir tenu sur des sites internet, Ahmed, des propos islamistes et d'avoir fourni des informations sensibles au milieu djihadiste, ont relevé mardi plusieurs médias. La menace venait de l'intérieur. Le service allemand du renseignement, l'Office de protection de la Constitution, a démasqué et arrêté un de ses agents accusé d'avoir communiqué sur internet avec d'autres islamistes et de leur avoir proposé des informations sensibles en vue de perpétrer un attentat selon des révélations des médias allemands mardi 29 novembre. Pour les experts allemands, cette découverte est d'autant plus gênante que le suspect avait été embauché en avril 2016, précisément pour surveiller le sphère islamiste allemande. L'homme âgé de 51 ans n'aurait éveillé aucun soupçon. Le suspect, un immigré d'origine espagnole, naturalisé plutôt allemand, se serait converti en secret à l'islam par téléphone en 2014. Même sa famille n'aurait rien suspecté d'après le quotidien Der Spiegel, l'un des premiers médias à avoir rendu l'affaire publique. L'homme est ensuite radicalisé au contact d'un prédicateur berlinois d'origine autrichien, Mohamed Mahmoud, qui a rejoint le rang de l'organisation terroriste d'État islamique en Syrie.
Et nous allons parler bien sûr dans un second temps de cette réunion décisive qui s'est tenue à Vienne où les pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, sont parvenus mercredi et pour la première fois depuis 2008 à conclure un accord sur une réduction de la production. En fait, les pays membres de l'OPEP sont finalement tombés d'accord mercredi 30 novembre, ce qui signifie hier, sur une baisse de la production du pétrole lors d'une réunion cruciale à Vienne en Autriche. Elle devrait être ramenée à 33,6 millions de barils par jour, soit 32,5 millions. L'annonce a été accueillie avec soulagement par les marchés. Le prix du brut a progressé de 7% mercredi à Londres pour frôler le seuil de $50. C'est la première fois depuis la crise de 2008 que ce cartel décide de réduire la production d'or noir sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un excellent week-end.